et en faire une lutte de partage de pouvoir ou une lutte de sécession. Nous avons pensé qu'il était question aujourd'hui de vous partager ce sujet parce que nous estimons que comprendre pourquoi nous avons pris les armes vous démontrera que nous sommes en train d'assumer, de commencer à assumer notre histoire et assumer nos responsabilités, assumer également l'héritage colonial, mais également assumer nos propres responsabilités pour amener notre pays finalement à la vraie indépendance. Alors, l'Alliance Fleuve Congo est une plateforme qui a été créée le 15 décembre 2023 à Nairobi pour mettre fin ou mettre en place une alternative au vide actuel de gouvernance dans notre pays. En effet, comme vous le savez, nous vivons une tragédie nationale orchestrée par un pouvoir défaillant. Depuis plus de 2 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo est plongé dans une spirale de violence et de désespoir où l'Alliance Fleuve Congo affronte un gouvernement incapable de répondre aux aspirations du peuple. Et ce conflit, loin d'être une simple querelle sécuritaire ou économique, est le symptôme d'une crise systémique aux racines historiques, structurelles, profondes. La gouvernance est désastreuse, l'exclusion politique, la marginalisation ethnique et l'incurie de l'État congolais ont transformé la partie orientale de notre pays en un champ de ruines où des millions de civils payent le prix d'un pouvoir corrompu et incompétent. Le régime de Kinshasa, sous la présidence de M. Félix Tshisekedi, a non seulement échoué à pacifier les pays, mais a aggravé la crise par des alliances avec des milices génocidaires comme les FDLR et un mépris flagrant pour les engagements régionaux. Notre combat est légitime, oui, parce que c'est un combat juste et justifié. Comment et pourquoi? L'AFC M23, loin d'être une organisation opportuniste, incarne le cri de désespoir des communautés abandonnées, stigmatisées et persécutées. Elle ne cherche ni la sécession, ni la destruction, mais la justice, la sécurité, l'égalité des droits et un dialogue sincère face à un État qui a renoncé à ses responsabilités fondamentales. Notre exposé de ce jour portera donc sur les causes profondes des conflits, trop souvent occultés par des récits simplistes et manipulés par Kinshasa pour détourner l'attention sur ses propres crimes, ses propres turpitudes. Il est urgent d'agir face à un gouvernement qui, par son inaction et sa corruption, menace la survie même de la nation congolaise. Il s'agit donc d'une lutte existentielle. Notre survie et la paix durable dans notre pays exigent une reconnaissance sans concession des véritables causes du malaise et une condamnation ferme
de la dérive du régime. Les causes profondes de ces conflits sont les suivantes. D'abord, l'échec des accords, qui est une litanie de trahisons gouvernementales. Depuis 2003, une série d'accords internationaux soutenus par l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis et d'autres acteurs a tenté de ramener la paix en RDC. Tous ont été systématiquement sabotés par le gouvernement congolais qui a fait preuve d'un mépris cynique pour ses engagements, alimentant la méfiance et légitimement les revendications de tous les mouvements de résistance dont le dernier en date est l'AFC M23. Plusieurs accords donc avaient été signés, dont l'accord de Sun City de 2003, qui était un espoir piétiné. Signé sous l'égide de l'Union africaine, des États-Unis, de l'Union européenne et de l'Afrique du Sud, ces accords promettaient de mettre fin à la deuxième guerre du Congo en s'attaquant aux causes profondes. Quelles étaient ces causes profondes? À cette époque-là, il y avait l'exclusion politique, l'insécurité communautaire et la réforme de l'État. Au lieu de cela, Kinshasa s'est contenté d'un partage cosmétique du pouvoir, ignorant les réformes essentielles de l'armée, je veux dire, de la justice et de la gouvernance. Les communautés marginalisées, notamment dans l'Est, et les réfugiés ont été des laissés pour compte. Leurs doléances ont été tout simplement ignorées. L'accord prévoyait la mise en place d'une commission vérité et réconciliation, conçue comme un mécanisme fondamental pour faire la lumière sur les crimes passés, restaurer la confiance entre les communautés et jeter les bases d'une paix durable. Cependant, cette commission n'a jamais vu le jour, non pas par manque de moyens, mais par manque de volonté politique. Le pouvoir en place s'est montré hostile à toute démarche susceptible de révéler la vérité sur les responsabilités historiques référant l'oubli à la justice et l'impunité à la réconciliation nationale. Cette absence de mise en œuvre traduit le désintérêt manifeste pour la réconciliation nationale, pourtant indispensable à la réconciliation du tissu social congolais. Conséquence de cela, la non-application des réformes a sémé les grains de rébellion futures, dont celle du Congrès national pour la défense du peuple, CNDP. Le deuxième accord, c'était le Gentleman Agreement, qui a été finalement une confiance trahie. Cet engagement basé sur la coopération pour neutraliser les groupes armés via un processus de mixage a été rompu par Kinshasa, qui a préféré s'allier à des milices communautaires, y compris les FDLR, responsables du génocide des Tutsis au Rwanda de 1994. Cette alliance toxique a marginalisé les éléments intégrés du CNDP, brisant toute tentative de paix inclusive. La conséquence, c'est que cette trahison a ravivé les hostilités.
menant à de nouvelles confrontations. Troisièmement, les résolutions pertinentes de la conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, ainsi que les actes d'engagement de Goma de 2008, qui ne fut que des promesses jetées aux oubliettes. Signés sous la supervision des États-Unis, de l'Union africaine et de l'Union européenne, de l'ONU et de la CIRGL, ces actes prévoyaient le désarmement, la démobilisation, la réintégration, des programmes de stabilisation et de reconstruction et le retour des refugiés. Dès que la pression sécuritaire s'est relâchée, Kinshasa a abandonné ses initiatives, laissant les programmes s'effondrer et refusant de désarmer les milices pro-gouvernementales. La conséquence de cela, c'est que c'était l'absence de la stabilisation et des constructions, ce qui a exacerbé le sentiment d'abandon dans la partie orientale du pays, renforçant la légitimité du Seigneur. Le quatrième accord, c'est l'accord du 23 mars, qui est très connu, qui fut une persécution au lieu d'une réconciliation. Cet accord signé par avec le CNDP, sous l'égide de l'Union africaine, de l'Union des Nations Unies, de l'Union européenne et de la CIRGL, promettait d'intégrer le CNDP dans les FARDC. Sa transformation en parti politique, la neutralisation des groupes armés, un plan de pacification et de renforcement de la cohabitation entre les différentes communautés ethniques, ainsi que le retour des réfugiés. Au lieu de cela, les ex-CNDP intégrés ont été persécutés, assassinés à Kinshasa, à Dungu, à Kamanyola, à Kamituga, à Rangira et à Ango, rappelant sinistrement les massacres de Kinshasa et de Kamina, que leur communauté était stigmatisée comme infiltrés étrangers. Les promesses de réconciliation nationale et de retour des réfugiés, ainsi que la mise sur pied d'une commission qui devrait se charger de superviser leur retour et d'aider à la restitution de leurs biens, ont été bafoués. Conséquence de cela, c'est que ces exactions ont ravivé la méfiance et renforcé la détermination des communautés marginalisées à se défendre au sein du mouvement du 23 mars qui revendique la mise en œuvre des accords du 23 mars 2009. Le cinquième accord, c'est la déclaration de Nairobi qui fut sabotée de manière délibérée. Cet accord et ces déclarations ont été signées le 13 décembre 2013. Facilité par la SADC, le Kenya, l'Ouganda, l'Union africaine, les Nations unies, les États-Unis et l'Union européenne, ces déclarations engageaient le M23 à mettre fin à sa rébellion en lui reconnaissant le droit de se transformer en une organisation du droit commun. Le M23 avait signé un acte de cessation de rébellion et a déposé les armes. En retour, Kinshasa s'engageait à appliquer l'accord du 23 mars 2009. Mais le gouvernement a rejeté cet accord au motif que le M23 n'avait plus de forces contraignantes sur le terrain.
car s'étant retiré du territoire national après des affrontements avec la brigade d'intervention FIB de la MONUSCO décidée par le Conseil de sécurité de la Nations Unies par sa résolution 2098 qui transforme cette dernière en force belligérante. Conséquence de tout cela, c'est l'échec, c'est que cet échec a conduit à la résurgence du M23, déterminé à obtenir justice, rejoint par d'autres compatriotes congolais, laissés par l'intransigeance et la gouvernance chaotique du régime de Kinshasa. Des politiques, des membres de la société civile, des militaires, des policiers et des Congolais de tout horizon et de toutes tendances ont formé une grande plateforme dénommée aujourd'hui Alliance Fleuve Congo. Ces échecs répétés sont le fruit d'une absence criminelle de volonté politique de la part de Kinshasa, marquée par des trahisons, des assassinats ciblés et un mépris total pour les garants régionaux et internationaux. L'AFC M23, héritière de ces frustrations, exige des garanties contraignantes pour tout nouvel accord afin d'éviter un énième cycle de trahison. Les rôles biaisés de la MONUSCO, notamment sa brigade d'intervention, qui a pris parti contre les M23 en 2013, a aggravé la crise en sapant la neutralité onusienne. Je dois ajouter à ces accords l'accord de 2020 qui a été entendu ou convenu à Kinshasa. Vous voyez que j'évite le mot signer parce que nous n'avons pas signé quoi que ce soit à Kinshasa, mais nous nous étions mis d'accord sur un certain nombre de choses, dont la constitution d'une force spéciale qui devait se charger des poches d'insécurité dans l'est du pays, le retour des réfugiés, la réconciliation nationale, la pacification de l'est du pays. M. Tshisekedi s'était engagé avec nous. Parce qu'à ce moment-là, lorsque nous sommes allés à Kinshasa, nous étions partis lui offrir notre reddition sans condition. C'est lui qui nous a proposé de nous accorder pour que nous puissions pacifier les deux pays ensemble. Et nous nous sommes accordés sur un certain nombre de choses qui devraient être faites. Mais vous rappellerez que 2 semaines après, notre sortie, après avoir passé 14 mois à Kinshasa, M. Tshisekedi va nous demander de rentrer à la base en attendant la mise en œuvre de l'accord que nous devions signer, sur lequel nous venions de nous convaincre. Et 2 semaines après, il va lancer des hostilités contre la France sur la montagne de Sabine. Et voilà comment est partie la guerre. Le deuxième grand point, ou la deuxième grande cause, c'est la complicité de la communauté internationale, une neutralité compromise. La communauté internationale, malgré son rôle dans la signature des accords, porte une lourde responsabilité dans la persistance du conflit. En fermant les yeux sur les abus de Kinshasa et en adoptant une approche superficielle, elle a trahi les espoirs du peuple congolais. Une médiation de façade
par sa façon de faire la médiation, qui était une façon beaucoup plus simpliste de faire la médiation, la communauté internationale a sapé pratiquement le processus de paix. Les acteurs internationaux ont privilégié des succès diplomatiques, des courtes vues, paraphant des accords sans s'assurer de leur mise en œuvre. Vous rappelez que dans tous les accords que nous avons eu à signer avec Kinshasa à l'époque, la communauté internationale était toujours présente et jouait le rôle de facilitateur. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. Pour toute question, préoccupation ou soutien de la chaîne, n'hésitez pas à nous contacter sur les +243 99 48 74 161. On se retrouve très prochainement. À bientôt.